Arles, au Moyen-Âge, comme les autres cités d'ailleurs, se préoccupe peu de romanité. L'histoire moderne pour cette époque-là, bien sûr, commence avec le développement du christianisme pour la plupart des villes d'Occident. Au-delà, il s'agit d'un passé dont on ignore quasiment tout et qui n'intéresse pas vraiment. Il faut attendre le XVIe siècle, l'humanisme et ce que l'on nommera plus tard la Renaissance pour que le goût de l'antique se développe pour des raisons politiques et ou religieuses surtout. Mais les Arlésiens ne peuvent pas ignorer complètement l'Antiquité romaine car un cadre matériel, des bâtiments parfois déjà en ruine, balise leur espace. Ils vivent au milieu de monuments de cette époque qu'ils apprécient dans la mesure où ils trouvent là des carrières de pierre à ciel ouvert qui leur fournissent des matériaux gratuits lorsqu'ils ont besoin de construire ou de réparer leurs remparts ou des bâtiments nouveaux. Ils peuvent se servir gratuitement, c'est très pratique. Certains de ces bâtiments sont cependant encore utilisés, comme le palais de la Trouille, c'est-à-dire les thermes de Constantin, probablement le palais des rois d'Arles selon l'Anthelme de Romieux. Mais au XVe siècle, ainsi que cela est signalé dans les cadastres, et là je sors encore un peu plus de l'époque, ce même palais est partagé entre des maisons, des étables, des caves, des entrepôts. Il y a même une prison pour les animaux, c'est-à-dire qu'il servait aussi de fourrière. Et je n'oublie pas l'amphithéâtre, bien évidemment. Il y a aussi des restes de cette romanité à l'extérieur, avec la cadastration, avec le parcellaire du vignoble, par exemple, etc., les bornes milliaires. Donc, ils étaient confrontés automatiquement à ce passé qui ne les intéressait que dans la mesure où c'était pratique. Et bien sûr, les ruines des bâtiments dont nous avons encore des vestiges, sans parler de ceux qui disparaissent au Moyen-Âge, comme l'arc du Rhône dit l'arc admirable, ou les 8 colonnes de porphyre qui ornaient Notre-Dame de la Major, données en 1561 à Charles IX, en visite à Arles, et qui sombrèrent à Pont-Saint-Esprit avec le navire qui les transportait. Certains de ces bâtiments sont aussi devenus des fiefs possédés par les chevaliers arlésiens et ont probablement perdu toute connotation avec l'époque romaine. Ils savent qu'ils habitent dans quelque chose d'ancien, mais sans plus. L'amphithéâtre, quant à lui, je reviens, et l'autre fois, Geneviève nous l'a présenté, est habité depuis le XIIIe siècle et comprend 2 paroisses, dont l'une dépend de la Major. Enfin, il est, nous explique Stouff, un témoignage indirect de la présence de Rome. Au XIIIe siècle, les monuments et les sarcophages sont des modèles pour les maîtres d'œuvre et les sculpteurs qui travaillent à la construction des églises romanes. Fin de citation. Antiquité et paganisme se devinent donc en filigrane dans ce décor urbain, mais aussi sauvage, celui de la Crau et celui de la Camargue. Les légendes, en plus, ont la vie dure. Gervais de Tilbury, ancêtre des ethnologues, en s'intéressant à ces dernières, fait aussi survivre, sinon revivre, cette antiquité si présente matériellement dans la cité rhodanienne. Alors ce Gervais de Tilbury, vous ne l'avez pas là, né en Angleterre, c'est un Anglais, probablement dans un bourg du comté d'Essex appelé Tilbury, entre 1150, 55, voire 60, selon les historiens. On ne sait pas grand-chose de sa famille. Jean-Maurice Rouquette la suppose bonne et qualifie Gervais de juriste, historien, géographe et écrivain de talent en bon latin qui ne cessera de sillonner l'Europe. Certains indices sont donnés par Gervais lui-même dans son œuvre. D'autres proviennent, entre autres, de l'abbé Raoul de Coggeshall, excusez-moi pour la prononciation, mon anglais est complètement mauvais, et on l'a aussi dans pas mal de documents d'archives, des archives issues de pratiquement pas mal de pays européens. Il étudie pendant quelques années en Angleterre, pendant lesquelles il côtoie la cour d'Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre,
qui était comte d'Anjou et du Maine, duc de Normandie et d'Aquitaine, parce qu'il avait épousé en 1152 Aliénor d'Aquitaine, qui vient de divorcer du roi de France Louis VII, et dont ils ont eu 8 enfants. Alors, vous les avez tous ici. Alors, petite remarque au passage, Aliénor d'Aquitaine a pu divorcer de Louis VII parce qu'elle était considérée comme stérile, puisqu'elle n'avait eu que 2 filles avec lui. Et donc, après, il y a eu Henri II Plantagenet, enfin, ça, lui, c'est le mari, Guillaume Plantagenet, qui meurt assez jeune, Henri Plantagenet le Jeune, qui peut nous intéresser, hein. Ensuite, Mathilde Plantagenet, qu'il faut baisser, que j'ai souligné parce que cette Mathilde de Plantagenet, en fait, va avoir une certaine importance. Elle va épouser Henri III Welf le Lion, duc de Bavière et de Saxe, et Othon IV, à qui sont dédiés les Othia, et leur fils. Et ce dernier est Welf, c'est-à-dire il appartient à la dynastie des Guelfes du côté paternel et Plantagenet par sa mère. C'est-à-dire qu'il a aussi quand même quelques liens occitans. On a ensuite Richard Cœur de Lion, Geoffroy II de Bretagne, Aliénor d'Angleterre, sur laquelle je m'attarde un tout petit peu, qui va épouser Alphonse VIII le Noble d'Espagne. Elle devient ainsi reine d'Espagne et la mère de 3 filles, dont Blanche de Castille, qui épouse Louis VIII et qui sera mère, entre autres, de Louis IX, plus connu sous le surnom de Saint-Louis, et la mère aussi de Charles d'Anjou, dernier fils posthume et futur premier comte d'Anjou et de Provence. Jeanne Plantagenet et Jean Plantagenet, dit Jean Santerre, certains de ces personnages étant connus grâce à notamment à Ivanhoe de Walter Scott, etc., etc. Toutes ces légendes qui vont apparaître au XIXe siècle. Ces 2 personnages, Henri II et Aliénor, sont à la tête d'une cour brillante, foyer intellectuel aussi bien britannique qu'occitan, et plusieurs troubadours ont écrit pour ou sur Aliénor, qui est aussi par la même occasion la petite fille de Guillaume IX, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers, et le premier troubadour en langue vernaculaire connu. Et Gervais de Tilbury a probablement a connu tous ces gens-là. Donc vous voyez que c'était un Anglais, mais voyageur par la même occasion. Après avoir été au service d'Henri le Jeune, mort en 1183, le deuxième qui est cité là, Gervais continue en Île-de-France, c'est-à-dire qu'il vient en France, au service de l'évêque de Reims, Guillaume au Blanchemin, où il reçoit les ordres mineurs, ce qui lui permet de briguer un bénéfice ecclésiastique. Il revient dans son pays natal, est pourvu d'un canonicat et entre à l'échiquier, c'est-à-dire l'administration financière centrale anglaise, au service d'Henri II Plantagenet. Alors, Gervais avait rédigé pour Henri le Jeune, le fils donc dit au Courmantel, un livre des facéties, qui est connu, mais qui est maintenant perdu. On ne sait plus du tout où l'original se trouve. Il a aussi probablement écrit, pendant son séjour à la cour anglaise, d'autres ouvrages cités, mais parfois aussi perdus. Or, le jeune prince qui s'était rebellé contre son père décède subitement en 1183. Ce qui fait que Gervais a aussi probablement connu, entre autres, un autre troubadour que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais qui est lui aussi relativement célèbre parmi les troubadours occitans, c'est Bertrand de Born, qui était lui aussi un proche d'Henri le Jeune. Le monde est très petit malgré tout à cette époque. En 1177, Gervais est à Venise au moment de l'entrevue de réconciliation entre le pape Alexandre III et l'empereur Frédéric Barberousse. Voilà, Frédéric Barberousse, en croisé, c'est celui qui est venu, qui a été couronné à Arles par la même occasion, je vais le rappeler tout à l'heure. Pendant le pontificat d'Alexandre III a lieu un schisme qui a pratiquement débuté le lendemain de son élection en septembre 1159.
Et l'empereur Frédéric Barberousse veut en effet contrôler à nouveau l'épiscopat allemand et rétablir son autorité sur le royaume d'Italie. Cela va provoquer des guerres entre le pape et lui. L'empereur ne reconnaîtra Alexandre III qu'en 1178, lorsque ce dernier lève les sanctions contre lui. Gervais se rend ensuite à Bologne pour reprendre ses études de droit à l'université, réputée alors, de cette ville. Il obtient le bonnet de docteur, symbole de sa réussite aux études, et le titre de maître, ce qui lui permet d'avoir une chaire de droit canon pendant 5 ans et d'avoir notamment comme auditeur le futur archidiacre de Naples, Giovanni Pignatelli. Il va aussi en Sicile, à la cour du roi Guillaume II. On le retrouve ensuite à Naples, puis à Palerme, où il est reçu à la cour de Guillaume II le Bon, gendre d'Henri II, dernier roi normand de Sicile, qui meurt en 1189. Juriste, il travaille alors pour ce dernier. Érudit, je serai amené à le répéter très souvent parce que cela a une grande influence sur son œuvre. Sa culture classique, c'est un lettré, est aussi bien biblique que profane. Il est aussi très intéressé par les sciences, a recueilli de nombreux souvenirs de ses voyages et a aussi rassemblé des récits entendus. Il explique ainsi au début d'un de ses récits, je cite, « Les hommes », alors le titre de ce récit, c'est « Les hommes qui ont 8 pieds et autant d'yeux ». Si quelqu'un entreprend d'étudier attentivement l'étendue des terres, qu'il sache bien ceci. Nous n'avons pas vérifié de nos yeux toutes les choses que nous avons écrites, mais nous en avons prises quelques-unes dans certains livres, d'autres ont été recueillies de la bouche de personnes de foi, sans rien emprunter au discours des menteurs, ni aux tromperies des mimes. Et tout au long de cette œuvre, qui est en 3 livres, il insiste constamment sur les témoignages et sur les preuves. Et vous allez voir pourquoi ça peut être important. À la cour de Palerme, qui est un foyer intellectuel connu alors, il est en contact avec les cultures arabes, juives et chrétiennes. Il séjourne aussi pendant cette période à Naples, Salerne, Nola, où il retrouve en 1189 un ami de jeunesse, Philippe de Salisbury, qui part pour la 3e croisade. Quand il retournera, il aura des renseignements. Lors de ce séjour, ils font malgré eux l'expérience de la magie de Virgile. Alors, je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus, mais Virgile, il s'agit bien évidemment du poète très connu de l'Antiquité, sauf que à partir du XIIe, XIIIe siècle, il est devenu, on ne sait pas trop pourquoi, un personnage extrêmement sulfureux, beaucoup plus proche des sorciers que de ce qu'il était dans la réalité. Et la magie de Virgile était devenue quelque chose d'extrêmement connu et important alors. Il évoquera cette magie de Virgile, dans ses Otia, bien évidemment. Il reste à son service jusqu'à la mort de Guillaume et ne reste probablement pas à celui de l'usurpateur Tancrède. Après la mort de Guillaume II le Bon, il est nommé par l'empereur Othon IV, le voilà, pas vraiment reconnaissable, mais bon, maréchal du royaume d'Arles, et réside dans la cité rhodanienne pendant une 20aine d'années à peu près, devenant en 1194 ou 96 selon les sources, et jusqu'en 1222, juge de l'archevêque Humbert d'Aiguière, dont il épouse l'une des nièces. Après la mort d'Humbert d'Aiguière, en 1202, il entre au service du comte aragonais de Provence. Alors, l'une de celles qu'il a étudiées, Uwe Brun, précise qu'à partir de 1207, on le rencontre aussi dans des arbitrages au nom des comtes de Provence, et de 1209 à 1221, il porte le titre de maréchal à la cour impériale d'Arles. Si le pape accorde son appui à Othon, parce que Othon IV aussi, c'est bien pour que ce dernier l'aide
dans son combat contre l'hérésie. Et nous allons voir aussi que c'est un élément important. Gervais se consacre désormais plus ou moins à la littérature. Il aurait écrit, parce que là on n'a pas de preuves matérielles non plus, un bref commentaire du Notre Père, le Liber Facetiarum, ainsi qu'un traité de Transitu Beatae Virginis et Gestis Discipularum, les deux derniers étant perdus. Alors, ce royaume d'Arles est alors terre d'empire, même si aucun empereur n'y est venu depuis 1178. La présence de Gervais est attestée à Arles jusqu'en 1222. Après, on perd ses traces dans les documents d'archives arlésiens et du royaume d'Arles. Vers 1220, il raconte à son ami Raoul de Coges-Hol, que je ne sais toujours pas prononcer, qui est chroniqueur, que, je cite, « Jadis, à l'époque de Louis VII, sa curiosité juvénile l'avait conduit dans une vigne rémoise, où s'était promenée seule une jeune fille belle, mais hérétique, qui avait osé repousser ses avances, postulant opiniâtrement ne pas pouvoir perdre sa virginité sans perdre le salut de son âme. Gervais avait mis tout son zèle à lui arracher de l'esprit cette légère erreur, mais dut découvrir qu'il était tombé sur un solide rameau de l'hérésie publicaine dualiste. Donc il laisse cette jeune fille hérétique là où elle était, sauf que par la suite, elle va être emprisonnée et brûlée, comme hérétique, bien évidemment. Les sources provençales ne donnent plus de renseignements à partir de 1220. Mais pendant son activité en tant que juge et maître, Gervais assiste à la conquête juridique des provinces ecclésiastiques du Midi par la papauté. Donc c'était une époque, les 20 ans pendant lesquels il est resté à Arles ont été une époque cruciale aussi par rapport à la lutte contre l'hérésie. Il a été ainsi confronté à l'hérésie cathare, entre autres. C'est dire s'il présente un intérêt certain malgré l'oubli relatif dans lequel il est tombé. Il a connu lors de ces années arlésiennes les nombreuses bulles servant la propagande pontificale contre les hérétiques. On ne sait pas très bien ce qu'il est devenu après ces années à Arles. On n'a plus trop vraiment de renseignements dans les archives. Peut-être a-t-il été identifié avec un Gervasius, prévôt de 1223 à 37 au moins, à l'abbaye d'Elstorf, et vous allez voir aussi que ça peut avoir une importance, en Allemagne, à une époque où fut probablement composée la célèbre carte d'Elstorf, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure et vous montrer des photos. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il est devenu. On sait c'est un personnage qui a voyagé beaucoup. Certains pensent même qu'il est allé jusqu'en Palestine. Alors certains historiens pensent qu'il y est allé, d'autres non. Et il meurt probablement aux alentours de 1234 et tout aussi probablement en Allemagne. Auteur donc de plusieurs ouvrages historiques sur l'Angleterre, la Bourgogne et la Terre Sainte, et c'est parce qu'il a écrit sur la Terre Sainte que l'on pense qu'il y est allé. Il dédie son œuvre majeure en latin, les Otia Imperialia, que l'on va traduire par les loisirs impériaux, à Othon IV vers 1210. Je vous remontre Othon. Non, c'était lui, il y est toujours. Voilà, Othon IV. Cet Othon IV était roi de Germanie de 1208 à 1214 et après diverses péripéties et erreurs, il perd une bataille dont nous avons tous entendu parler à l'école primaire, celle de Bouvines, le 27 juillet 1214, Dieu, dit le texte, étant contre lui. Il va donc finir ses jours dans ces terres de Brunswick. 2 traductions des Otia en français médiéval ont été faites, la première par Jean d'Antioche à la fin du XIIIe siècle, la seconde par Jean de Vinay un peu plus tard. Et dans ces textes, le Gervais distingue très nettement le miracle
qui est religieux. On n'oublie pas que nous sommes dans une Europe chrétienne avec une culture qui est chrétienne, donc on ne dissocie absolument pas l'histoire, la science et l'aspect religieux, et la merveille qui, elle, est beaucoup plus laïque et beaucoup plus naturelle. Prédécesseur des ethnographes qui étudient les traditions folkloriques, il propose la présentation de croyances et de légendes. La ville et la région arlésienne, les midis et les marges orientales de l'Hexagone sont à cette époque tournées vers l'Empire plus que vers le royaume de France. Et n'oubliez pas que le Rhône, dans l'une rive du Rhône, c'est Empire, l'autre rive du Rhône, c'est royaume, et ça date de cette époque-là, lui offre matière à réflexion, de même que d'autres régions et d'autres pays. Ses sources sont doubles, les textes de l'Antiquité, les Saintes Écritures, mais aussi le témoignage visuel quotidien. Il a aussi comme référence de très nombreux auteurs, y compris des auteurs de l'Antiquité. Comme Jacques de Vitry ou Étienne de Bourbon, entre autres, il est l'auteur d'Exempla ou de Mirabilia, conformes à ce que nous appelons contes populaires, dont le but était de permettre la réflexion et conforter la culture d'un honnête homme tel qu'on le connaîtra au XVIIe siècle. Alors, voici Innocent, c'est Innocent III, et le Othon IV et le pape Innocent III, lorsque Othon essaie de se réconcilier par la même occasion. Voilà, ça c'est une page de ces Otia, justement, telle qu'elle se présente ici. Alors ça fait plusieurs fois que j'évoque la ville d'Arles, je vais vous en parler un tout petit peu par rapport à ces Otia ici. Arles fut dans l'Antiquité, vous le savez beaucoup mieux que moi ici, puis au Moyen-Âge, une ville provençale importante. Alors mon propos n'est pas de retracer aujourd'hui son histoire, bien évidemment. Je vais me contenter de rappeler des éléments que vous connaissez malgré tout. En 46 avant Jésus-Christ, César décida de fonder la Colonia Julia Paterna Relate Sextanorum, vous la connaissez par cœur. Marseille avait opté pour Pompée. César favorise Arles en lui accordant un territoire s'étendant entre ceux d'Aix et de Marseille, du Rhône au Gapot, au-delà d'Hyères. C'est alors une cité romaine au rôle central jusqu'à la fin du IVe siècle, début du Ve. Par la suite, elle perd cette place et cette fonction. Les historiens sont parfois assez partagés quant au devenir de la cité rhodanienne après la chute de l'Empire romain d'Occident. Mais même si elle conserve une place importante dans la Provence d'alors, elle ne sera plus prééminente. Au milieu du IXe siècle, à l'instigation de l'empereur et face au péril sarrasin, les comtés provençaux sont réunis sous l'autorité d'un duc qui va résider à Arles. Au IXe siècle toujours, l'empire carolingien est dissous, entraînant la formation du royaume de Provence d'abord, dirigé d'abord par Charles Ier, le fils de Clotaire, puis par Boson, beau-frère de Charles le Chauve. Mais comme bien souvent, on va appeler cette région le royaume d'Arles, le royaume de Bourgogne ou royaume d'Arles et de Vienne. Mais comme bien souvent, cette appellation est donnée a posteriori par les historiens. Dès le Xe siècle, Hugues d'Arles, celui qui détient véritablement le pouvoir au détriment du roi Louis l'Aveugle, son cousin, qui siège à Vienne, réside à Arles. Il est duc de Provence et marquis de Viennois. Devenu roi d'Italie, il cède momentanément son pouvoir à son frère Boson, puis s'établit à nouveau à Arles lors de son retour en 946. On va sauter un siècle. Au début du XIe, dès 1038, le royaume est intégré à l'Empire. On ne parle pas de la France. Arles ne sera française qu'en 1481 ou 89. Donc pour l'instant, on est tourné de l'autre côté. Cependant, le royaume d'Arles perdure du XIe au XIVe siècle. Et certains archevêques, Rimbaud de Rayanne est présent au sacre d'Henri III, l'archevêque et le comte Raymond Béranger V
vont visiter Frédéric II à Vérone, conservent des contacts avec l'empereur, puisque logiquement, le grand maître de tout ça, c'est l'empereur, autant pour ce qui nous concerne. 2 empereurs viennent à Arles. Frédéric Barberousse, qui est couronné à Saint-Trophime le 31 juillet 1178. Il en profite pour passer des actes in palatio Arelatensis, c'est-à-dire un ancien bâtiment romain. De même, ainsi que le comte Bertrand Boissé, Charles IV est couronné le 4 juin 1365. Sauf que pour le couronnement de Barberousse, tout le monde était là. Mais lorsque, pour le couronnement de Charles IV, le comte de Provence Robert puis la reine Jeanne n'assisteront pas à ces couronnements. Cela dit, Gervais de Tilbury avait en son temps critiqué les empereurs allemands, je cite, « de ne pas avoir de politique de présence dans le royaume d'Arles ». Gervais désignait Arles comme caput regni burgundier. Or, il est l'un des rares représentants de l'empereur à avoir vécu et résidé à Arles. C'est-à-dire que c'est en fait l'un des rares éléments qui relie à l'empereur. Alors, le royaume d'Arles est très fréquemment évoqué dans ces zotias. Alors, je vais vous... Non, le royaume d'Arles... Le voilà. Le royaume d'Arles, dans le livre des merveilles, et vous voyez que il apparaît, donc c'est très vague, province de Vienne, province d'Aix, évêché de Valence, province d'Embrun, je vous ai mis à côté certaines villes, évêché de Vaison, diocèse de Gap, comté d'Aix, évêché de Grenoble, château de ce que lui appelle Piriolari dans son texte, qui est probablement Piolenc, l'évêché de Pont-d'Aix, Beaucaire, Marseille, Isère, Tarascon, province et diocèse d'Arles et le comté d'Arles, au comté d'Aix. Marseille devait être ravi d'appartenir au royaume d'Arles par la même occasion. Dans un de ses récits intitulé Les raisins de Roquemort, Gervais précise « Il y a sur le Rhône le château de Roquemort », c'est-à-dire qui existe toujours, c'est dans le Gard, dont le corps relève par arbitrage de l'Empire selon le droit fluvial et dont le territoire relève du royaume de France selon le droit frontalier. Donc c'est aussi un historien et quelqu'un, il ne faut pas oublier que c'était un juriste. Le royaume d'Arles, avec d'autres noms, là c'est dans les livres d'histoire contemporains, qui était aussi appelé des Deux Bourgognes et qui est incorporé au Saint-Empire romain germanique à partir de 1032. Alors vous voyez qu'on n'a pas les mêmes termes, mais ça correspond. Le comté de Bourgogne, la moitié ouest de la Suisse actuelle, la vallée d'Aoste, le Lyonnais, la Bresse et les Dombes, le Bugey et le pays de Gex, la Savoie, le Vivarais, le Dauphiné, la Provence avec le comté de Nice, le nord-est du Gard avec Uzès et Alès. C'était quand même quelque chose d'assez vaste. Et pour une troisième appellation, le royaume d'Arles couvrait la Provence, le Viennois, les régions des Alpes et de Lyon, jusqu'à la Bourgogne. Et voilà une carte que là j'ai piquée sur Wikipédia. Gervais ne se contente pas d'évoquer le royaume d'Arles ou la cité d'Arles. Il présente par exemple la liste des provinces de l'Empire romain tardif, telle qu'il la trouve dans le registre compilé par Ptolémius Silvius en 449. Donc vous voyez qu'il s'est inspiré vraiment de la réalité et qu'il a travaillé là-dessus. Cela dit, son rôle de capitale, le rôle de capitale d'Arles, dans ce royaume est tout à fait théorique et relève plus de la légende arlésienne. Par contre, elle a bien été capitale du comté de Provence. En 948, le bourguignon Boson, dont j'ai parlé tout à l'heure, nommé par le roi Conrad, devient comte d'Arles, ses descendants fondant la dynastie des Bosonides. Il a 2 fils, Roubaud, comte d'Avignon, et Guillaume, comte d'Arles. Alors là non plus, je ne vais pas raconter cette histoire, car je sortirai de mon propos.
Simplement, ce qui nous intéresse par rapport à Gervais, c'est que Guillaume sera nommé par Conrad marquis de Provence, devenant ainsi le véritable maître du pays d'Arles, voire de la Provence. Les rois et les empereurs ne s'en occupant plus trop. L'essor de la cité rhodanienne se manifeste entre la fin du Xe siècle et le début du XIIe. Quant à Gervais, il précise, il connaît toute cette histoire aussi, puisqu'il a affaire, il a fait toutes les bibliothèques de l'époque et il a eu affaire à tous les documents de l'époque, y compris les archives de Rome, y compris les archives du Vatican, ce qui correspond actuellement aux archives du Vatican. Il précise systématiquement les lieux où se déroulent ces miracles et ces merveilles, assurant ainsi la véracité de ces témoignages renforcés par les noms des personnes qu'il a côtoyées. Les personnes que je vous ai citées, c'est pour ça que je les ai choisies, apparaissent dans ces textes. Il précise aussi les noms de celles qui ont fait ou font l'histoire, notamment celle du royaume d'Arles. Donc, je reviens maintenant à à notre livre des merveilles, qui est composé de 3 livres, en fait. Il y a 3 grandes parties. La seule qui nous soit parvenue, et que vous avez ici, par exemple, dans cette édition ou dans une édition un peu plus complète comme celle-ci, ce n'est que le livre 3. Les livres 1 et 2 n'ont pas été traduits et sont toujours en latin. Mais ce livre des merveilles, c'est en fait une somme, ce qu'on a la somme de connaissances sur le cosmos, rédigée en latin. Alors, le premier livre comporte 24 chapitres. 24 chapitres d'après la numérotation de Leibniz, parce que Leibniz a travaillé là-dessus. Alors, on a le commentaire de la Genèse, l'origine et structure de l'univers, la disposition des éléments, la création des êtres animés, le péché originel, les premiers hommes et leur généalogie, et le déluge. Donc, Gervais résume plus ou moins dans ce premier livre les connaissances cosmologiques de son époque et transcrit assez fidèlement la version de la Genèse contenue dans l'Historia Scholastica de Pierre Comestor, que l'on trouve parfois écrit dans les livres d'histoire sous le nom de Pierre le Mangeur. Je préfère son nom latin. Gervais raconte, en la commentant, la création divine. On est, encore une fois, dans un monde chrétien et dans une histoire chrétienne. Il évoque le monde régi par un principe unique, le dogme dogmatique. N'oubliez pas que nous sommes aussi dans l'époque de la des croisades albigeoises, des cathares. Prévenant contre le danger du dualisme hérétique, ordre cosmique contre désordre hérétique. Et ce livre est écrit pour montrer à Othon et aux autres que, en fait, seule la religion chrétienne est valable contre toutes les autres hérésies. On va retrouver ce thème-là dans les 3 livres. Le deuxième livre est formé de 23 chapitres et s'articule autour de la division tripartite du monde connu, selon Orose, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Alors, c'est un traité d'histoire et de géographie s'adressant à Othon IV, personnellement sollicité par le rappel de sa généalogie prestigieuse, que je vous ai montré tout à l'heure, et de sa puissance. Ses sources sont la Bible, Geoffroy de Monmouth, la littérature classique, les poètes latins, les pères de l'Église, les chroniqueurs anciens et récents, les registres d'empire, les archives du pape. Et il décrit dans cette partie la terre et ses peuples. Première partie, la création. Deuxième partie, la terre et ses peuples. Dans ces 2 parties, dans ces 2 livres, plus que dans le 3e, Gervais propose 2 itinéraires de la Terre Sainte qui se trouvent à l'apogée du livre 2. Le livre 3 lui permettra d'aborder les merveilles de la création. Je vais en reparler ensuite.
Donc après le Liber Facetiarum destiné à Henri III d'Angleterre, Gervais, qui n'a pas pu lui donner puisqu'il est mort, Gervais envisage le plan en 3 parties des Otia. La description de l'orbis dans sa totalité, la géographie du monde par province et la description des merveilles par province. La rédaction de ces 3 livres aura duré entre 34 à 35 ans. Cela s'explique probablement par le temps qu'il lui a fallu pour récolter tous les témoignages, oraux ou non, car il a eu accès, je l'ai déjà dit, aux bibliothèques pour les références livresques. Et on va retrouver, en plus de ceux que j'ai déjà cités, Flavius Joseph, Jérôme, Augustin, Orose, Isidore de Séville, entre autres pour les classiques, la chronique de Moissac, l'Historia Rerum Britanniae de Geoffroy de Monmouth, et surtout 2 œuvres qui l'aident à fixer le cadre conceptuel de ces Otia, le De Imagine Mundi d'Honorius Augusto Dunensis et l'Historia Scholastica de Pierre Le Mangeur, qui sont dédiés à Guillaume au Blanchemin. S'ajoutent des explications sur le pouvoir divin, des dissertations sur les sphères temporelles et spirituelles, des prises de position politiques, enfin la défense de l'orthodoxie face à l'hérésie albigeoise, menace importante de l'ordre cosmique à cette époque où l'hérésie dualiste est combattue lors de la croisade des albigeois, qui a eu aussi un impact sur la ville d'Arles. Gervais développe dans le livre 2 l'image de monde habité après avoir décrit les sphères concentriques dans le livre 1. Alors, à l'issue du livre 2, se trouvent des dessins qui préfigurent ce que l'on appelle la mappemonde d'Epstorff. Excusez-moi pour les noms. Alors cette mappemonde, jusqu'à présent, tout le monde a pensé qu'elle était de Gervais de Tilbury. Et les dessins que l'on a correspondent. Par contre, cette mappemonde elle-même, maintenant, certains disent que non, ce n'est pas lui qui l'a dessiné, qui l'a conçu, mais il l'a imaginé malgré tout dans ses textes. Alors, si vous regardez, dans cette œuvre, Gervais propose une vision du monde habitable que l'on retrouve et que l'on retrouve ici. Ce monde créé par Dieu, dominé par les hommes, est circulaire. Alors, bon, ça, le cercle, vous le voyez très bien. Les lieux représentés sont soit des cités, soit des évêchés. C'est ce qu'on appelle une mappemonde écrite, littéraire. Et vous avez beaucoup de textes, ce qui en fait, on a l'impression que le monde est habité de partout alors qu'il y a d'immenses déserts malgré tout au milieu ou d'immenses forêts. Mais ça a été un petit problème pour les mappemondes. Ou des lieux représentés. Alors, c'est un cercle, mais qui est compris, c'est le monde qui est compris dans le corps du Christ. Et si vous regardez bien en haut, tout en haut, vous avez la tête du Christ. Les 4 points cardinaux sont représentés. De chaque côté, à l'est et à l'ouest, vous avez les mains du Christ, et en bas, vous avez ses pieds. Donc, c'est une représentation du monde, c'est une représentation chrétienne du monde tel qu'on se l'imaginait à cette époque-là, où le corps du Christ englobe dans ce qui est aussi un cercle crucifère, parce que si on rejoint la tête et les pieds et les 2 mains, vous avez la croix. Donc, vous avez ici une représentation du monde de manière figurée, qui est celle qui va être développée dans les 3 livres des Otia. Et au centre, ce qui est la conception des mappemondes au début du XIIIe siècle, alors c'est vrai qu'on ne voit pas très bien, c'est Jérusalem. Puisque le centre du monde chrétien, c'est Jérusalem. Mais apparaît déjà aussi un autre centre, le nouveau centre, là où se trouve la papauté, c'est Rome.
Et dans quelque temps va apparaître le troisième centre, Saint-Jacques de Compostelle, ce qui va permettre ainsi de diviser le monde en 3 grands lieux, Jérusalem le plus important, Rome et Saint-Jacques de Compostelle après. Cette map, alors, cette map monde et ces dessins que l'on trouve complètent en fait le récit de Gervais, et texte et dessin s'adressent aux clercs pour les premiers, aux laïcs pour les seconds. Donc tout le monde peut la comprendre, ceux qui savent, les lettrés, et ceux qui ne savent pas, les autres. Saint Augustin n'a-t-il pas enseigné que la parole, l'image et l'écriture permettent toutes trois, de manière différente mais complémentaire, de signifier, c'est-à-dire de signifier le monde et le monde chrétien. Alors cette map monde est très grande, elle fait 12 pieds, c'est-à-dire 3 mètres 6476 exactement. Et donc vous voyez le monde terrestre inclus dans le corps du Christ. C'est aussi la première map monde à donner à voir le visage du Christ dans la tradition de ce que l'on appellera la vera incon. Cette tradition apparaît au début du XIIIe siècle. Alors, je ne vais pas m'attarder. Voici une autre, enfin c'est la même, hein, mais c'est la même, peut-être pas forcément plus visible. Alors, voici, c'était pour mon plaisir personnel, quelques représentations des maps monde. Ça, c'est la plus ancienne qui a été trouvée. Une autre map monde, vous voyez que c'est un peu plus particulier. Elle est beaucoup plus ancienne, bien évidemment, c'est Ptolémée ici. Une autre, avec toujours les mêmes 3 continents malgré tout. En voici une autre, qui est un peu, pas tout à fait contemporaine de celle d'Estorff, mais presque. Et là, on arrête. Donc cette map monde c'est la représentation visuelle de tous les récits de Gervais. Le 3e livre, c'est le plus long et il comporte 129 chapitres. De longueur variable, il y en a qui font quelques lignes, d'autres plusieurs pages, dont le regroupement n'est jamais fortuit malgré un ordre apparemment manquant. Et c'est la seule, malheureusement, qui a été traduite en français. Source écrite, témoin oculaire, cette partie-là lui a parfois valu une réputation de crédulité et de superstition, 2 éléments qu'il a combattus. Il s'agit presque d'une encyclopédie cosmographique, mais aussi géographique et historique. Et les 2 premiers livres synthétisent les connaissances de son époque, et lui-même en avait de très grandes, avec preuve à l'appui. Le 3e, donc ce livre-là, étant plutôt une transcription de récits que Gervais connaît grâce aussi à des témoins oculaires. Dès le début du livre, il propose un débat entre regnum, le royaume, et sacerdotium, c'est-à-dire la papauté. Il prévient ainsi dans un des récits intitulé « La verge sèche qui fleurit par obéissance », je vais essayer d'accélérer un peu, « Cela mérite bien, prince sérénissime, le saint mérite de l'obéissance que l'on ne doit pas moins aux princes terrestres dans les domaines qui relèvent du droit de l'empire qu'aux pères spirituels dans ceux qui touchent à Dieu. Car Dieu veut que l'homme soit soumis à l'homme doublement, au Seigneur charnel parce qu'il est de chair et au Seigneur spirituel parce qu'il est esprit. Et de même que l'esprit commande à la chair qui est gouvernée par lui, de même les préceptes spirituels doivent être placés au-dessus des préceptes charnels dans les choses qui présentent un danger pour l'âme. Un thème parcourt le recueil. L'empereur et le pape devraient s'unir pour lutter contre l'hérésie, ou plutôt les hérésies qui se sont développées au XIIe siècle. Gervais connaît bien, il les cite, les Patharins, les hérétiques, les publicains, les Vaudois, les publicains qui étaient des hérétiques du temps de l'Antiquité romaine, les Albigeois. Dans un autre récit, le mort qui apparaît à une jeune fille lui raconte et lui annonce les merveilles. Le plus long récit de cette partie, il évoque le comte Raymond, père de l'actuel comte Raymond, le pape Innocent III,
etc., etc., des personnages historiques qui sont extrêmement connus. En donnant des justificatifs historiques, il valide aussi le reste de son œuvre. Il aborde aussi ces deux éléments, les miracles et les merveilles, qui ont permis aux philosophes du XVIIIe siècle, le siècle de la raison, de le qualifier de crédule, d'ignorant, de superstitieux et de bien d'autres qualificatifs péjoratifs. Or, nous le verrons, il était loin de tout cela et il a anticipé par des remarques justificatives tout au long de ses livres sur ses appréciations futures. Alors, quel sens donne-t-on actuellement à ces termes ? Miracle, fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une action divine bienveillante auquel on confère une signification spirituelle. Fait surnaturel, contraire aux lois de la nature, que les croyants attribuent à l'intervention divine. Fait qui ne peut s'expliquer par des causes naturelles et qui est attribué à l'intervention divine, etc., etc. Ce sont des définitions que j'ai prises dans des dictionnaires contemporains et qui proposent un point de vue tout aussi contemporain, sans chercher à voir celui de l'époque à laquelle ces récits ont été produits, et qui ont un sens bien évidemment différent. Gervais et ses contemporains croyant au miracle aussi bien qu'aux merveilles, avec un sens différent. Dans l'Antiquité grecque comme romaine, classique et païenne, les dieux comme les héros ou les demi-dieux pouvaient intervenir dans la vie des hommes, ce qui légitime des faits inexplicables par ailleurs. Pour la Bible, ces manifestations de la nature ne peuvent être que des messages envoyés par Dieu, et une réflexion s'engage alors visant à éviter des erreurs d'interprétation. Ce qui veut dire que le terme de folkloriste ne lui convient pas vraiment, ainsi qu'on peut le qualifier aussi, car il s'adresse à une élite, Gervais s'adresse à une élite plus qu'à un public populaire, sous-entendu dans la notion de folklore. Le but de Gervais est de décrire, je le cite, la vérité des choses. Alors il va le dire assez fréquemment, je ne vais pas vous citer tous les endroits, dans l'introduction où il est question des merveilles de chaque province, non point de toutes celles que l'on peut y trouver, mais d'un certain nombre d'entre elles. Ce que mon auguste auditoire doit plutôt écouter pour se divertir, une fois écartés les mensonges importuns des fables, ce sont les faits consacrés par l'autorité des anciens ou ceux dont les saintes écritures font foi, ou encore ceux qu'un personnage oculaire quotidien sanctionne. Il va dire dans les Maisons du Puy, je vais parler d'une chose dont j'ai fait l'expérience. Il va dire aussi dans La Roche qu'on appelle Aiguille, les sectateurs de la jeunesse ont l'habitude de courir après les fictions non moins qu'après les vérités, et comme vanité des vanités, tout est vanité, a dit l'Ecclésiaste, les fils des hommes, vains dans la balance, quand ils mentent, cueillent le fruit vert parmi les fruits mûrs, et ne prennent pas moins de plaisir aux fables qu'aux histoires vraies. Et il va, dans plusieurs récits, répéter que ce qu'il dit c'est vrai, il l'a lu, les auteurs étaient des auteurs importants, crédibles, il a vérifié, on le lui a rapporté, mais les gens qui le lui ont rapporté sont vraiment de bonne foi, etc., etc. C'est toute une grande partie de son récit. Dès le début du livre, Gervais propose un débat donc entre Regnum, pardon, ça je vais pas le. On a donc cette affirmation constante. Il utilise, il va reproduire en fait. Alors, je reviens une seconde là-dessus. Dans un des récits, l'œuf de corbeau mis dans le nid de la cigogne, je vous conterai des merveilles bien connues de tout le peuple de notre cité d'Arles. Donc, il prend même à témoin l'intégralité du peuple. Il va introduire, presque dans une sorte d'éducation du prince, type de récit courant au Moyen-Âge, 14 propos justificatifs expliquant son but, mais aussi sa certitude que tout est vrai. Preuve en sont les témoins cités, tous dignes de foi, afin de raconter des faits qui se sont manifestés aujourd'hui, autrefois, ailleurs et ici même, classés en fonction des lois de la nature, acquérant par là un véritable statut scientifique. Donc il utilise les sources antiques,
les Saintes Écritures, et il ne faut pas oublier qu'il était un spécialiste du droit canon. Nom d'auteurs reconnus, témoignages oraux provenant eux aussi d'autorités indiscutables. Il s'est documenté auprès des gens qu'il a interviewés, et j'ai un peu hésité à utiliser ce terme, mais comme c'était un anglais, après tout, pourquoi pas. La crédibilité de ces récits ne peut donc pas être mise en cause, selon lui, car il s'appuie sur des témoignages oraux aussi bien que littéraires. En outre, s'il donne à voir et à comprendre des phénomènes qui se produisent dans divers pays, qu'il a visités ou dont il a des échos par ceux qui les ont visités. Il s'intéresse aussi longuement, on l'a vu, au royaume d'Arles et à la cité rhodanienne elle-même, dans laquelle il a vécu 20 ans. Il considère cette terre comme, je le cite, féconde entre toutes, riche en sel, en poissons, en viande, en gibier de toutes sortes, en marais, en sources, en rivières, en fleuves, en bois, en forêts et en pâtures. La ville d'Arles est un vaste champ d'études grâce à la présence de l'Antiquité romaine, du paganisme aussi qui résiste encore face à l'aventure chrétienne, initiée dès Saint Césaire puis Saint Trophime, dont il ne peut ignorer la légende. N'a-t-il pas sous les yeux ce cimetière toujours mythique des Aliscamps où se côtoient antiquité païenne et antiquité chrétienne? Il dépeint ainsi la société dans tous ses aspects. De la violence des luttes pour le pouvoir, des vendettas, mais aussi de la vie quotidienne. Le centre géométrique et géographique est bien évidemment Jérusalem. Rome, je vous l'ai dit, tente à remplacer la ville sainte en tant que centre des évêchés sur lequel l'autorité du pape est souveraine. Et dans le livre 3, le diocèse est toujours la référence spatiale dans laquelle se déroulent les merveilles, et le royaume ainsi que la cité d'Arles y occupent une place importante, voire centrale, puisqu'on en a 29 citations sur 130 chapitres. Probablement veut-il signifier à haut ton l'importance de ce royaume et le fait que l'empereur pourrait, à partir de lui, s'il venait, combattre efficacement l'hérésie. Alors, sept récits se déroulent dans la cité elle-même, les autres dans le royaume d'Arles, dont je vous ai montré tout à l'heure l'étendue. Alors, je vous les cite, est-ce que j'ai le temps de les citer ? On a le sel agrigentin, je ne vous cite que ce qui se passe sur Arles et dans le royaume. Le sel agrigentin se passe dans une île que Lucain appelle les rivages des Stoccaèdes. C'est Gervais qui cite Lucain, c'est-à-dire à la Camargue où l'on exploite alors le sel. En fait, il essaie de montrer, ce n'est pas là un miracle, c'est une des merveilles de la nature, c'est-à-dire la merveille de la nature, ce sont des éléments qu'on ne comprend pas, mais qui sont naturels. Et comment se fait-il que de l'eau puisse se transformer par évaporation en sel ? C'est un des grands miracles, enfin c'est une des grandes merveilles qu'il va raconter. On a aussi le figuier d'Égypte. Le bois de ce figuier surnage sur l'eau. Ce phénomène se constate aussi en Angleterre, dans l'évêché de Lincoln, entre Londres et Northampton. Et, ajoute-t-il, un phénomène semblable se voit, paraît-il, en votre royaume d'Arles. C'est-à-dire qu'il va aussi comparer des éléments de pays totalement différents. On a la fenêtre de Camissa. Une flamme peut rester immobile malgré la tempête dans le prieuré de Saint-Michel de Camissa, dans la province de Vienne du royaume d'Arles. Alors c'est toujours actuellement une des 7 merveilles du Dauphiné, qui sont bien connues et répertoriées, et leurs légendes aussi, bien sûr. Dans ce même récit, Gervais évoque la collégiale de chanoines de Barjol, où nulle mouche ne peut y séjourner, phénomène qu'il a lui-même vérifié. Dans le noyer qu'il se couvre en même temps de feuilles et de fruits, l'histoire se passe à Barjol. Dans l'Averne, c'est la mort de tout être vivant qui tombe dans la boue d'un étang entre Naples et Pouzzoles. Cela se constate, dit-il aussi, dans le royaume d'Arles, au voisinage de la cité d'Avignon, dans le bourg appelé le Thor. On a la tour qui ne supporte pas de veilleurs.
toujours dans le royaume d'Arles, l'évêché de Valence. Le rocher qu'on fait bouger avec un doigt, mais pas avec tout le corps, au royaume d'Arles, dans la province d'Embrun, à Anote. Les herbes d'Égypte, que l'on trouve dans la province d'Arles, entrent au royaume d'Arles, dans la province d'Aix, entrent au royaume d'Arles, ajoute-t-il. Le vent que Saint-Césaire enferma en son gant. Alors certains vont retrouver là certaines des légendes que l'on connaît encore à l'heure actuelle, qui se passent dans le royaume d'Arles, évêché de Veillon, dans la ville de Nyon. Le pré de Cerzeul, dans le royaume d'Arles, diocèse de Gap, au château de Cerzeul, sur le territoire duquel s'est formé un lac, dit-il, d'une grande profondeur. Il s'agit en fait d'une autre merveille bien connue du Dauphiné que l'on appelle la motte flottante de Péloquier dans les marais voisins de la montagne de Céuse. En fait, quand vous mettez le pied sur là-dessus, ça bouge. Les eaux de la mer se solidifient en sel dans le royaume d'Arles. C'est le second récit sur la transformation du sel. La roche qu'on appelle Aiguille dans le royaume d'Arles, dans l'évêché de Grenoble, près des confins du diocèse de Die. Alors vous voyez que chaque fois, il précise malgré tout l'endroit exact où ça se trouve. Il va même jusqu'à expliquer la formation, l'étymologie du terme aiguille. Les fenêtres où apparaissent des dames, dans la région d'Aix. L'eau qui ne bout jamais dans le royaume d'Arles, ça se trouve près de Piolenc. Il y a 2 récits sur le vermillon, la soie, d'où et comment vient-elle, dans le royaume d'Arles toujours. Un récit sur la dame du château d'Espervier, aux confins du royaume d'Arles, dans l'évêché de Valence. Il y a un récit sur le monastère de Lérins. Il y a un récit sur les prés qui bougent quand on y pose le pied et les montagnes galloises. Alors, ça se passe au royaume d'Arles, en province d'Aix, au château de Puy-Michel, mais c'est un phénomène, dit-il, que l'on retrouve au pays de Galles, dans la Grande-Bretagne. Alors on a bien évidemment les anges exterminateurs dans la cité d'Arles, phénomène qui s'est produit en présence du roi Alphonse d'Aragon, donc il n'y a pas autre meilleur témoin. On a bien évidemment un autre récit que vous connaissez, les lamis, les dracs et les apparitions. Il y a deux textes qui se portent là-dessus, sur ces lamis et ces dracs, avec une explication donc qui met en scène ces êtres maléfiques qui appartiennent au monde aquatique en lien avec la terre. Et Gervais n'innove pas dans ce récit puisqu'il reprend le thème de ce qu'on appelle l'heure rendue. Alors, il nous le dit, une forme humaine court sur la rive de Tarascon, disant « L'heure est passée et l'homme n'est pas venu ». Le 3e jour, à Nonne, à l'heure de Nonne, un jeune homme arrive au pas de course et disparaît, absorbé par la forme maléfique. Et le monde des fées, alors je vous rappelle que fée, ça vient de fatum, qui est la volonté divine qui a donné fata, les parcs, le destin, d'où le français faé, ou notre provençal fada. Ce monde des fées attire irrésistiblement, même si parfois, alors fada, maintenant on ne le relie plus du tout aux fées, bien évidemment. Même si parfois la nourrice qui est citée dans ces textes peut revenir dans le monde des humains. En fait, il veut montrer que des correspondances existent entre les deux mondes, le visible et l'invisible. Et le conte permet d'expliquer ce que l'esprit humain ne peut concevoir, même s'il est obligé d'en constater la réalité. Une explication est ainsi donnée à l'incroyable, à l'inouï. Alors on a aussi une source qui fait pleuvoir dans le royaume d'Arles. Et bien évidemment, on a l'histoire des Aliscans avec le cimetière des Aliscans et ceux qui y sont transportés, qui est un texte assez long d'ailleurs. Il raconte là l'abandon des morts sur le Rhône. On leur mettait une obole entre les dents afin de payer leur sépulture, rite que l'on trouvait déjà dans l'Antiquité grecque. Cette obole accompagnait le mort lors de son voyage vers le royaume d'Hadès, et le nocher Charon leur faisait traverser le fleuve Styx ou l'Achéron ou le lac Acherousia contre le paiement d'une obole.
Cette coutume propre aux Grecs et aux Romains se rencontrait dans d'autres civilisations du Proche-Orient ancien, en Europe de l'Ouest. Le terme latin utilisé à la place d'obol est en général le viatique, qui est resté dans le vocabulaire français, c'est-à-dire la subsistance pour le voyage. Et donc, il va montrer ces morts qui descendaient le Rhône jusqu'aux Aliscamps, c'est la légende qui est bien connue. Alors, il se trouve que Louis Stouff a trouvé 2 documents d'archives de 1116 et de 1221 qui confirment cette pratique. On a aussi un noyer qui fait 6 ou 7 noix dans l'évêché d'Aix au château de Pontevès. Des opinions sur les visions fantastiques de la nuit à Beaucaire. L'arbre qui fait des silices au voisinage de Marseille. Le corbeau de Clairvaux, c'est-à-dire Clavence probablement, dans le royaume d'Arles. L'œuf de corbeau mis dans le nid de la cigogne, dans la cité d'Arles même. Le mort qui tua celle qui avait été sa femme, toujours dans le comté d'Aix. Un bâton pourri au contact du venin, dans le royaume d'Arles, dans la ville de Tarascon, où repose, dit-il, l'hôtesse du Christ, Marthe, sœur de Marie et de Lazare. On a aussi le mort qui apparaît à une jeune fille, lui raconte et lui annonce des merveilles dans le diocèse d'Arles, en la ville de Beaucaire. Alors je m'arrête aussi un petit peu là-dessus. À travers ce récit, comme dans d'autres d'ailleurs, Gervais évoque des traditions provençales. Il va le dire selon la coutume des Provençaux et un mode de vie de la société, en insistant, comme d'habitude, sur la religiosité des habitants qui est soulignée. Différents lieux sont cités, entre autres le monastère de Saint-Michel de Frigolet, le bourg de Saint-Gilles, le prieuré de Tarascon, la ville de Beaucaire, l'église de Notre-Dame à Beaucaire, évocation de Saint-Bénézé qui construisit sur le Rhône le pont d'Avignon, le monastère de Saint-Gilles, l'abbé de Bonnevaux et l'ordre de Cîteaux. Il s'agit là du plus long récit de ce recueil dans lequel un jeune mort apparaît à sa jeune cousine à Beaucaire pendant l'été 1211 afin de lui décrire le purgatoire. S'insère dans ce récit à nouveau la mention des Albigeois lorsqu'il affirme que Dieu, le jeune mort, apprécie de voir brûler les hérétiques. Cette remarque permet à Gervais de rétorquer à ceux qui ne croient pas aux châtiments infernaux que ces derniers existent bien. On a aussi des montagnes d'où la neige descend en avalanche quand on crie, dans la province d'Embrun. Dans la province d'Embrun, toujours, qui faisait partie du royaume d'Arles, le château de Barles qu'il évoque. Une source qui se perd soudainement et réapparaît au hameau de Camps, pas très loin d'Aix. Une source qui ne jaillit qu'1 heure par jour dans la province d'Arles, aux confins de Marseille. Et dans l'un de ses récits, il décrit au sud-ouest, sur l'emplacement du cirque d'Arles, un autel posé sur 2 colonnes d'une très grande hauteur, sur laquelle chaque année les Arlésiens auraient immolé des victimes humaines. J'en arrive à ma conclusion. Gervais de Tilbury, serviteur fidèle de l'empereur, juriste canoniste, envisage en filigrane des Otiats de préparer Othon à la lutte contre les hérétiques et à se réconcilier avec le pape, bien évidemment. Mais Othon ne répond pas à ces attentes. Il contribue en outre à la culture d'un honnête homme, même si l'expression est un peu anachronique, d'un honnête homme laïque médiéval, même si la réflexion ou la leçon religieuse imprègne complètement ces trois livres. Cette culture se veut savante, scientifique, mais s'appuyant sur une culture plus populaire, toujours examinée à l'aune de la documentation et de la vérification. Savoir antique, mythologie et savoir chrétien se mêlent aux expériences et à l'étude rationnelle. En bon pédagogue, il transmet de manière agréable, pour ne pas dire ludique, mais toujours documentée, des faits qu'il a constatés ou qui lui ont été relatés par des personnes dont la parole ne peut être mise en doute. Son but, divertir un empereur. Mais pas un empereur oisif ou désœuvré. Il veut lui faire voir
méditer et concevoir la gloire de l'Empire, à savoir la substance du pouvoir impérial, divine et éternelle, sur laquelle repose le gouvernement du monde. Quelques siècles plus tard, Blaise Pascal écrit dans le chapitre 26 « Misère de l'homme » de ses pensées parues en 1669-70, « Un roi sans divertissement est un homme plein de misère ». 3 siècles plus tard, et Jean Giono publie en 1947 « Un roi sans divertissement », qui est aussi la dernière phrase de son roman et qui montre que l'ennui peut déboucher sur un crime. Alors, je pourrais citer d'autres œuvres faisant référence à la pensée de Pascal. Gervais de Tilbury a-t-il eu la même intuition en rédigeant ses Otia Imperiala? Pas du tout, bien évidemment. Mais il savait que la leçon est plus facile à accepter lorsqu'elle passe par le divertissement, et je ne vais pas résister à vous montrer un autre mathématicien qui, en 1676, il s'agit de Pierre Jourdain, qui est adepte d'une orthographe réformée et phonétique, qui se plaint de son imprimeur Pierre Variquet, qui n'a pas respecté l'orthographe de l'ouvrage qu'il lui avait confié, puisqu'il avait écrit, comme Gervais quelques siècles avant, une cosmographie et pèlerinage du monde universel, composée suivant la nouvelle orthographe, destinée au roi ainsi qu'au dauphin pour le désennuyer de ses études. Livre qui est paru en 1669-70. Je vous remercie. Puis admirez l'orthographe quand même. Oui, est-ce que par rapport à toutes ces merveilles qui sont citées, il y a eu des études qui essaient de rapprocher par des phénomènes connus ou... Quand il parle des merveilles, en fait c'est quand il parle des merveilles de la nature, oui. Mais ce sont toujours des éléments, la plupart des éléments, alors que j'ai cités très rapidement, il faut lire le texte bien évidemment, on les retrouve encore, ce sont des éléments de la nature comme le sel de Camargue par exemple. Comment se fait-il que la nature puisse, à partir de l'eau, produire du sel ? On ne sait pas comment ça se fait, parce qu'on n'a pas encore analysé, on n'a pas tous les éléments, mais on ne comprend pas. Tous ces récits-là, à part j'enlève les dracs, ça c'est autre chose. Mais la plupart de ces récits, notamment quand ils racontent que on marche sur de la terre ferme et puis brusquement on tombe sur un marais sans s'en rendre compte, ce sont des lieux qui existent réellement. Mais sinon, après, il a pu, comment dire, on peut faire des comparaisons avec les connaissances de cette époque-là, bien évidemment. Je connais le livre qui a été publié par les Belles Lettres, mais l'autre que vous avez montré, là, c'est quoi exactement? Alors, ce sont les deux qui ont été publiés. Il y a celui-ci. Oui, d'accord. Et celui-là, c'est celui de Cinzia Pignatelli, pardon, et roman. C'est les traductions françaises des Otia Imperialia par Jean d'Antioche et Jean de Vinet. Donc il y a tout le texte, il y a une étude plus linguistique, si vous voulez, et littéraire de ces traductions. C'est une étude de la langue et après elle donne des... Il a été publié en quelle année? Alors il a été publié en 2006, chez Droz. Chez Droz, dans la librairie Droz. Alors si vous le commandez, c'est assez long à venir, mais... Voilà, il existe et il est très intéressant. C'est le même texte, le texte lui-même, c'est le même que celui-ci, par contre. Oui, c'est un auteur qui m'a beaucoup intéressé parce que donc il a vécu à peu près à l'époque où il y avait à Arles une importante colonie juive. Aussi. Et bon, il n'y a apparemment pas eu de rencontre. Alors, il y a probablement eu des rencontres, ça c'est sûr. Par contre, cela n'apparaît pas dans les 3 livres. C'est vraiment le judaïsme n'apparaît pas. On n'a aucune information. Il ne donne aucune information là-dessus. Donc mais il les a probablement connus parce qu'il les a côtoyés. Il a côtoyé tout le monde là.
Oui, ce qui est étonnant, c'est de voir donc le monde que présente Gervais de Tilbury et les préoccupations scientifiques qu'avait à l'époque cette communauté juive qui avait ramené d'Espagne des traités arabes qu'il traduisait en hébreu à Arles et ailleurs, et qui ont été une base scientifique, cette fois, réellement scientifique, basée sur les enseignements d'Averroès, d'Aristote. Et donc il y a un contraste énorme. Et qu'il connaissait probablement, hein, parce qu'il a eu accès aussi à toute cette culture-là. Il les connaissait, ça, il y a pratiquement sûr et certain qu'il les connaissait. Par contre, il ne va pas les il ne va pas les citer en tant que tels. Mais il maîtrisait, c'était quand même un lettré, il maîtrisait l'hébreu, il a eu connaissance de tout ça. Et après, en fait, le but des Otiens, c'était aussi pour inciter Othon à combattre l'hérésie. Donc, et tout est axé sur cette culture chrétienne. Il y a à Arles, à l'époque où il était là, lui, un personnage qui a eu une grande notoriété, qu'il a toujours d'ailleurs, c'est Gershom Ben Salomon, tout à fait. Qui est l'auteur d'une encyclopédie qui a été écrite bien sûr en hébreu, mais qui était une compilation de textes scientifiques arabes. Mais encore une fois, je pense qu'il a connu, simplement dans ce texte, il ne le cite pas. Il cite Alors, moi, je n'ai eu accès, si vous voulez, en tant que texte, qu'aux livres de la traduction française, pas les livres 1 et 2, qui sont en latin et qu'on ne trouve pas. D'ailleurs, ça ne donne pas. Mais il n'en parle pas. C'est assez curieux, d'ailleurs, par la même occasion. Il ne cite que les auteurs, soit les auteurs contemporains, mais, j'allais dire, chrétiens, soit les auteurs de l'Antiquité, pas chrétiens, bien évidemment, mais... Voilà. Mais il ne pouvait que les connaître parce c'était un personnage qui était trop curieux de tout, du savoir, etc., pour l'ignorer. Mais on n'en parle pas. Pourquoi les 2 premiers tomes ne sont pas traduits ? Alors là, je suis incapable de répondre à la question. Je suis incapable de répondre à la question, mais je suppose que malgré tout, le livre 3, c'est le plus folklorique, c'est le plus ludique. Les 2 autres sont malgré tout, parce qu'il y a quelques petites traductions par-ci par-là dans les explications, c'est beaucoup plus sérieux, etc. Tandis que le livre 3, c'est là qu'on a ce qui a intéressé. Et d'ailleurs, dès le Moyen-Âge, les 2 auteurs médiévaux qui les ont traduits n'ont traduit que le livre 3. Les 2 autres, les contemporains non plus, ne les traduisent pas. Ça ira ? Merci encore, Marie-Rose. Bravo.